Vous êtes sur PTC Legacy, la plateforme média afro-exaltée qui visibilise, célèbre et promeut la pluralité des carrières noires. Comme le dit un célèbre proverbe du continent, la science est le tronc d'un baobab qu'une seule personne ne peut embrasser. Ensemble, embrassons ce baobab en explorant des sujets et réflexions profondes sur les piliers d'héritage, de leadership et d'empouvoirment. Chaque émission est une invitation à découvrir, à grandir et à impacter le monde une personne à la fois. Nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. PTC Legacy, là où l'héritage rencontre l'avenir et où l'espoir devient action. Mbotenabino, salutations, Madame Colombe sur PTC Legacy. Dans cette nouvelle émission, je reçois Serge Patrick Bowen, travailleur social en Île-de-France. Plus précisément, chef de service dans l'immigration. Dans cette entrevue, il partage avec nous sa vocation, sa mission, son parcours. Il m'a inspiré et j'espère qu'à votre tour, vous serez inspiré. Je vous souhaite une très belle écoute. Idi Babouab. Merci Monsieur Bowen de participer à mon émission et d'accepter de venir partager votre expérience. Merci à vous, merci pour l'invitation. Je vais vous poser la question, qui êtes-vous? Alors, pour vous répondre, je dirais sur mon acte de naissance, il est écrit que le nom de l'enfant, c'est Bowen Doumbé Serge Patrick. Cet enfant, c'est moi, d'origine camerounaise. Je suis issu d'une fratrie de 4 enfants, dont je suis le Benjamin. J'ai un grand frère et 2 grandes sœurs. Marié, père de 2 enfants. D'accord. Là, c'est le cadre familial. Et sur le cadre au niveau professionnel, je suis cadre dans le secteur social et médico-social. Aujourd'hui, en poste de chef de service dans un établissement qui accueille et accompagne des mineurs non accompagnés, mineurs et majeurs non accompagnés et demandeurs d'asile. Aujourd'hui, comment vous avez fait pour devenir chef de service? Est-ce que c'est, par où vous êtes parti? Parce que, j'entends que vous êtes camerounais, donc moi je veux savoir un petit peu, votre cheminement, d'où vous venez, où Alors, vous êtes arrivé. être chef de service, déjà être dans le secteur social, pour moi, c'est une vocation. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait mes études dans un séminaire qui est un établissement qui forme les futurs prêtres. Mais D'accord. pour des raisons personnelles, de chasteté, de célibat, je voulais bien former la famille demain. Donc, voilà, je suis pas allé jusqu'au bout de cette formation-là. Alors, je me suis dit, je veux être prêtre autrement. Que signifie être prêtre autrement? Je me suis rapproché euh, dans une ville ici en région parisienne, auprès d'une église où j'ai rencontré le curé en lui disant: je suis un ancien séminariste, je veux être utile à l'église. Alors là, j'ai commencé donc à donner des cours de catéchèse aux plus jeunes que j'accompagnais. Donc, j'étais animateur pastoral. Je les accompagnais pèlerinage à Lourdes, à Vézelay, à Rome, etc. Et par la suite, j'ai fait le service civique volontaire. Mmh. J'étais toujours à la recherche d'être prêtre autrement, être auprès des gens, l'humanité, le social, etc. Et pendant ce parcours de service civique volontaire, pendant 9 mois, j'ai pu intervenir en tant que volontaire associatif dans pas mal d'associations euh, qui soit faisaient des maraudes, on allait auprès des SDF, des sans-abri, pour leur donner des repas chauds et des vêtements chauds, les écouter, etc. Et aussi auprès des personnes âgées. Donc par là, donc, je suis entré dans le secteur social. Donc j'ai donc décidé de commencer par le plus bas de l'échelle, en ayant le diplôme d'aide médico-psychologique, diplôme d'état d'aide médico-psychologique. Puis, j'ai travaillé avec un public de personnes en situation de handicap et aussi des personnes âgées. Et j'ai évolué par la suite avec le diplôme d'état de moniteur éducateur.
toujours avec ce même public. Et par la suite aussi, j'ai passé le diplôme, je suis retourné en formation pour passer au diplôme d'éducateur spécialisé, le diplôme d'état d'éducateur spécialisé, où j'ai donc travaillé, j'ai connu le public MNA, mineurs non accompagnés. J'ai travaillé avec une association qui accompagnait ces personnes-là. Donc voilà, avec toujours la grande volonté de vouloir continuer, faire plus, hein. Je suis retourné en formation pour passer le café russe et être aujourd'hui au poste de chef de service pour un établissement qui accueille, accompagne les mineurs et majeurs non accompagnés demandeurs d'asile. Donc, je suis chef de service des travailleurs sociaux. Quand on entend souvent un travailleur social, je vais voir les travailleurs sociaux. Donc, voilà, je suis le chef de service des travailleurs sociaux aujourd'hui. Waouh! En tout cas, merci pour ce partage. Moi, ce qui me frappe dans votre témoignage, c'est qu'en fait, depuis tout jeune, vous aviez envie d'accompagner les autres, vous avez envie d'aider et ça vous vient d'où ça? Est-ce que c'est de votre éducation? Est-ce que ça vient d'où? Je dirais c'est de l'éducation, déjà, de mes parents, de ma famille, l'environnement. Vous savez, en Afrique, un enfant qui naît n'appartient pas qu'à sa famille, il appartient à l'environnement, à tout le monde. Donc voilà, les grands frères du quartier, les grandes sœurs. Donc voilà, donc c'est tout cela, cet esprit de solidarité, de convivialité, de fraternité qui, j'ai grandi dans ça et je veux partager cela autour de moi aussi dans mon quotidien. OK. Et quelles sont les valeurs, aujourd'hui, les valeurs, l'héritage, justement familial, que vous continuez à appliquer aujourd'hui, que ce soit dans votre travail, que ce soit auprès des gens avec qui, vos collaborateurs, parce que vous êtes chef de service, donc vous avez des collaborateurs, mais également des mineurs et des non mineurs que vous accompagnez? Alors, déjà, l'écoute, la patience. La patience parce que je ne cesse de le dire au quotidien, ayez des ambitions, rêvez grand. Rêvez grand et soyez déterminés dans ce que vous voulez faire. Et n'écoutez pas toujours ceux qui vont vous dire c'est trop tôt ou vous êtes trop jeune. Parce que les mêmes qui vous diront aujourd'hui que c'est trop tôt sont les mêmes qui vous diront demain c'est trop tard. Donc voilà, ayez des ambitions, jetez-vous dans la mer, n'attendez pas toujours que l'eau soit dans la bonne température. Jetez-vous, plongez, étant à l'intérieur, la bonne température peut arriver. Donc voilà, Mmh. soyez toujours ambitieux et ayez des moments de doute, hein, parfois même en vous couchant, mais quand vous vous réveillez le matin, ayez cette grande foi, cette envie de pouvoir y arriver. Donc voilà, de se dire toujours, si X ou Y ont pu atteindre un objectif, pourquoi pas moi? Donc voilà, c'est pas sorcier, c'est la volonté qui pousse. Parce que même moi, au niveau de mon parcours, mon projet, si j'écoutais les gens autour de moi, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. Donc Mmh. voilà, c'est ma propre volonté qui m'a poussé et mon engagement, ma motivation qui m'ont poussé à être là où je suis aujourd'hui. Je trouve ça très intéressant, parce qu'être dans le social, c'est vouer sa vie à une cause, qui selon moi est noble, mais c'est aussi, avoir des bagages, parce qu'il y a des personnes qu'on voit et qui nous touchent, c'est-à-dire que, bah, il y a des histoires qui sont très fortes. Comment aujourd'hui, vous arrivez à quand vous rentrez chez vous, à être, le mari, à être, le père, l'oncle et plus, le chef de service, qui accompagne justement ces personnes? C'est d'essayer de faire la part des choses. Alors, Mmh. j'ai, en tant que chef de service aussi, l'ensemble de mon équipe, hein, nous avons chacun un téléphone professionnel. Et ce que moi je demande, c'est de fermer, de couper. Je suis très attaché à la loi de la déconnexion. Donc voilà, de Mmh. savoir faire la part des choses. Parce qu'effectivement, quand on travaille dans le secteur social avec les histoires qu'on écoute au quotidien, je suis chef de service quand même d'un grand service avec plus de 100, 125 personnes que nous accompagnons, que nous accueillons, et avec une grosse équipe aussi que je dois manager. Donc voilà, Mmh. le quotidien, déjà, le parcours migratoire, la traversée migratoire avec tous ces séquelles-là, où certains jeunes ont pu avoir des blessures physiques, psychologiques, etc. Donc voilà, il faut être en capacité de les écouter, et en capacité aussi de ne pas être à leur place. Parce que oui, effectivement, c'est pas parce que j'accompagne que je me mets à la place de la personne. Je suis toujours à côté. Accompagner, c'est être à Mmh. côté et montrer à la personne et non faire à la place de la personne. Donc voilà, je Mmh. ne peux pas, autant je peux comprendre la souffrance, la douleur et
toujours me dit, je ne suis pas cette personne-là, c'est pas ma souffrance, c'est pas ma douleur, je l'accompagne et j'essaie de trouver des solutions avec l'équipe, avec elle-même la personne concernée et avec aussi des partenaires. Donc, c'est extrêmement compliqué parce que j'ai souvent des cas, hein, je raconte tout ça sans nommer le nom de la personne, un jeune qui arrive, qui, pendant sa traversée migratoire, était dans le bateau avec sa maman qui était souffrante. Et pendant la traversée migratoire, sa maman, malheureusement, est décédée. Mmh. Et c'est un jeune de 16 ans. Et des personnes avec qui ce jeune-là était dans le bateau l'encourageaient en disant non, on ne peut pas continuer le voyage avec un cadavre. Donc, il va falloir que ta maman soit jetée dans la mer. Et c'est à toi de le faire. Donc, quand on voit dans un gamin comme ça, avec des encouragements à qui les personnes avec qui il était dans le bateau disaient, et soit c'est toi qui le fais, soit nous on le fait, mais on vous jette à deux. Donc voilà, donc il est là, on l'encourage, et finalement, il jette sa maman dans l'eau. Alors, sauf que quand il arrive dans ma structure, derrière, il faut travailler sur tout ce qui est accompagnement psychologique, parce que c'est à ce moment-là que le jeune, dans la nuit, pense, pour lui, c'est pas que sa maman est décédée, c'est qu'il a assassiné sa maman. Donc, il y a Mmh. l'état aussi psychologique d'un accompagnement où au quotidien, moi, je suis parfois appelé, même quand je suis d'astreinte, à 1 heure du matin, 2 heures du matin, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai des petits flashs qui me reviennent en tête. Et j'ai aussi une équipe. Bon, alors, si vous voulez, je vous fais un petit peu le schéma au niveau de ma structure. J'ai une équipe des travailleurs sociaux dont je suis chef de service qui travaillent en journée. J'ai aussi une équipe des professionnels de nuit parce que voilà, des jeunes que nous accueillons sont un petit peu hébergés partout dans du diffus. Ce sont des logements où on les met à l'intérieur. En fonction du volume de l'appartement, ils sont 2 ou 3, 4 personnes dans le logement. Ils partagent des pièces communes et ils ont leur chambre. Alors, donc, dans la nuit aussi, il m'arrive de travailler, d'être d'astreinte téléphonique. Donc, j'évalue la difficulté, j'évalue l'urgence et je donne des injonctions. Donc, voilà, j'explique au suivant, au professionnel de nuit, ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut amener aux urgences? Ou parfois, je suis appelé par le commissariat, il y a un gamin qui est en garde à vue, il faut que je me Mmh. déplace pour aller le chercher en garde à vue. Donc, voilà, etc. Donc, ça, c'est mon quotidien. D'accord, OK. Moi, je trouve ça intéressant et vraiment, aujourd'hui, pour être très transparente avec vous, quand on parle de parcours migratoire, on est la communauté à laquelle je m'adresse, on fait partie de l'immigration. Sauf que le parcours migratoire, je sais pas ce que c'est. Quand je dis: «Je sais pas ce que c'est», on a entendu parler, on c'est des oui-dire, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte du qu'un parcours, c'est lourd. Et que les personnes qui arrivent, elles sont meurtries et que en fait, vraiment, ce qu'elles vivent, c'est intense et ça laisse des séquelles, des cicatrices. Donc j'aimerais que vous puissiez nous en dire plus sur les différents parcours migratoires, pour que en fait, les gens puissent comprendre. Parce que nous-mêmes, parfois, on nous ramène, vous savez, en France, on nous ramène: «Retournez dans votre pays, faites ci, faites ça». On se dit: «OK», mais on s'imagine pas comment peut-être nos parents, ou leurs parents avant eux sont arrivés, en fait. On s'imagine pas la Ah, manière dont ils sont La, la- arrivés. la vérité, c'est qu'on ne se lève pas un matin pour décider de prendre la route. On ne se Mmh. lève pas un matin pour décider de quitter son pays, quitter sa famille, quitter ses proches, quitter ses amis pour se lancer dans l'aventure. C'est parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous pousse à le faire. Mmh. Alors, soit la crise économique, soit bon, nous avons aussi ceux qui prennent la route parce que qui n'arrivent pas à s'affirmer par rapport à leur sexe, hein, voilà, le choix de vie sexuelle, homosexuelle, etc. Nous avons des incisions qui malheureusement existent encore. Nous avons des mariages forcés qui Mmh. poussent aussi parfois des personnes à prendre la route. Nous avons aussi la recherche d'un avenir meilleur. Mmh mh. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un avenir meilleur? Ça, c'est un autre débat. Donc, nous avons plusieurs facteurs qui poussent des personnes à quitter leur pays d'origine pour aller chercher une vie meilleure en Europe. Et alors, ça reste problématique parce que, alors,
Quand une personne fait un parcours migratoire avec les difficultés rencontrées, hein, et ces difficultés sont multiples, hein, parce qu'il y en a qui périssent. Mmh. Nous voyons souvent où on dit que le bateau est arrivé, mais au départ, le bateau portait 500 personnes et au final, le bateau est arrivé avec 150 personnes. Vous imaginez bien le nombre de personnes qui n'ont pas pu qui n'ont pas pu arriver à bord. Ou la traversée aussi du Sahara avec les risques, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de difficulté, où on arrive dans des pays parfois un petit peu compliqués, où on est fouetté, on est tabassé et parfois même on est emprisonné. Donc, ce sont des difficultés que l'on rencontre durant toute la traversée migratoire. Donc, oui, et quand ces personnes-là arrivent en France ou en Europe en général, donc, il y a déjà la protection. Alors, si vous voulez, comment ça se passe dans mon service, quand une personne arrive, la personne se déplace soit au conseil départemental Mmh. pour s'enregistrer comme une personne qui n'a pas de famille ou de proches sur le territoire français. Mmh. Alors, il y a un travailleur social du conseil départemental qui enregistre son parcours, son histoire, etc., et renvoie au juge. Et D'accord. le juge qui évalue la situation, rencontre la personne, écoute son histoire et le juge le met en placement OPP, ordonnance de placement provisoire. Donc, on le protège. Et comme il est protégé, il est orienté vers un hôtel, l'hôtel du département, de temps qu'une place se libère dans ma structure. Donc D'accord. voilà. Et quand j'ai une place, parce que si vous voulez, moi, je reçois des personnes à partir de 15, 16 ans jusqu'à 21 ans. Donc voilà. Et comme j'ai des places qui sont bien définies, et, chaque personne, il faut qu'une personne ne s'en va, parce que nous, on travaille tout ce qui est insertion par l'emploi, Mmh. insertion qui passe aussi par la scolarité. Quand un jeune arrive, il a 15 ans et que dans son pays d'origine, il n'a que connu l'école coranique. Donc, il est important aussi qu'il puisse apprendre la langue française, qu'il puisse s'insérer dans la société, etc. On travaille sur tout ce qui est démarche administrative pour Mmh. l'accompagner jusqu'à la régularisation, pour qu'il puisse avoir ses papiers avec la préfecture. Et après, derrière, on travaille sur tout ce qui est recherche du logement. Parce qu'il va falloir qu'un jour, qu'il quitte le dispositif pour être beaucoup plus autonome et pouvoir évoluer et voler de ses propres ailes. Donc voilà, donc quand la personne est donc orientée, moi je reçois l'orientation par le conseil départemental du service de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui m'interpelle à moi en tant que chef de service en me disant, nous avons vu que dans votre dispositif, vous avez une place disponible. Nous avons un jeune qui est actuellement à l'hôtel. On me présente le profil du jeune et très souvent, je valide l'admission. Et quand le jeune arrive, donc voilà, je le reçois. Donc, il est d'abord reçu par la coordinatrice de l'équipe Mmh. pour tout ce qui est préadmission. Et après, il signe le contrat d'admission avec moi et est nommé au sein de mon équipe une référente sociale qui va accompagner le jeune durant tout son parcours de recherche d'emploi, recherche de travail, recherche de scolarité, jusqu'au niveau de ses papiers. D'accord. Voilà, donc c'est tout un schéma que nous faisons au quotidien. Et après, nous avons aussi des jeunes qui arrivent, qui nous disent, pendant la traversée migratoire, pendant cette fuite de son pays d'origine, il est arrivé sans aucun document administratif. Mmh. Dans ce moment-là, on travaille aussi avec d'autres associations, en l'occurrence la Croix-Rouge française, qui sont très souvent aussi implantées dans les pays d'Afrique, pour chercher les parents ou la famille de ce jeune-là, pour qu'on puisse être en possession de son acte de naissance, parce que sans acte de naissance, pour régulariser, c'est compliqué. Voilà. OK. Et aujourd'hui, on entend souvent, hein, c'est le discours là, qu'on entend, de la part, de certains, Français, qui disent que, justement ces jeunes, ils viennent, voler les aides, et qu'on leur donne de l'argent donc moi j'aimerais, vous qui êtes sur le terrain et qui connaissez et qui côtoyez ces jeunes, et qui côtoyez, bah, les structures, enfin voilà, hein, ça vient du juge, ça arrive chez vous directement et vous les accompagnez. Hem, Est-ce que c'est vrai?
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai Merci. déjà, il existe, parce que la plupart, des activités ou des travaux que font ces jeunes-là sont soit dans la restauration, Mmh. que beaucoup de Français, je suis, vraiment désolé, de souche refusent de faire, plongerie et cetera. Plomberie dans tout ce qui est manutention, ce sont les petits boulots qu'ils font dans ce travail-là, nous avons également une liste des travaux, où, normalement, on doit les orienter. Donc le Mmh. jeune qui arrive me dit, «Je veux être, pilote», par exemple. Je sais que moi, mon budget ne me permet pas de financer, son projet. Je lui dirais: «Moi, je peux juste financer le projet, t'accompagner vers, un métier, de manutention, par exemple. Mais ne t'inquiète pas, demain, quand tu vas sortir dans la structure, que tu seras beaucoup plus autonome, en ce moment-là, tu pourras toi-même financer, tes études pour pouvoir, devenir pilote». Donc voilà, ce discours qui consiste à dire que, les immigrés viennent, prendre le travail des autres ou prendre, des allocations, gratuites. Moi, je suis vraiment désolé, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que, nous sommes aussi, dans une société qui, qui accompagne des personnes, vers la discrimination, la positive. Pourquoi on Mmh. parle de discrimination positive? C'est-à-dire, on va demander aux plus forts, aux plus vaillants de fournir beaucoup plus d'énergie pour aider les plus petits. C'est ça aussi le système des impôts. Ceux Mmh. qui travaillent plus payent plus. Ceux qui travaillent moins ne payent pas. Donc Mmh. voilà, eux, ils font partie de ceux qui ne travaillent pas du tout. Et effectivement, il va falloir qu'on puisse les aider. Et les aider, c'est tout le monde qui aide, hein. Que ce soit les Africains qui travaillent aussi, ils ont des cotisations, salariales, donc ils participent également, Mmh. à ces allocations, d'aide. Il n'y a pas que les Français qui le font. Alors ce discours qui consiste à dire que oh oui, les immigrés viennent ceci, les immigrés font cela, toujours en train de, 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 de tirer, sur des personnes qui viennent avec la volonté de pas d'être dans la rue, pas de tout casser, pas de faire n'importe quoi dans la rue, parce que parmi ces personnes que nous accompagnons, nous avons des personnes qui sont bien. C'est pas parce on est africain que forcément on est une personne méchante. Mmh. Donc voilà. Autour de nous, effectivement, il est vrai que quand il y a un événement qui se passe en France et qu'il y a un Africain qui fait partie de cet événement-là, on va médiatiser beaucoup plus. Mmh. Mais quand malheureusement c'est un Européen, on n'en parle presque pas. Donc voilà, c'est ce que voilà, je déplore un petit peu. Je ne suis pas en train de dire que les Africains sont sains, mais je dis juste que l'être humain n'est pas sain. Bon, et quand on parle d'être humain, on retient un petit peu la couleur de peau et on se dit, voilà, comment est-ce qu'on peut travailler avec tout le monde pour que nous, on puisse avoir un monde bon, je reste un petit peu dans l'idéal, hein, un monde beaucoup plus humain parce qu'il manque beaucoup plus d'humanité dans ce monde où on vit aujourd'hui. C'est ce que je pense. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour ça parce que je pense que c'était important de pouvoir éclaircir ça. Parce qu'il y a des discours qui sont tenus et qui mettent à mal un petit peu, ce qu'on peut faire au quotidien et qui disent, qu'on vient voler, le travail de certains, alors qu'on sait qu'il y a des métiers qui sont en tension, où il y a des personnes, qui ne veulent pas travailler, hein, sur ces métiers-là et c'est de dire que ces jeunes participent eux-mêmes, justement, bah, voilà, en travaillant, donc ils travaillent, ils participent à leur propre insertion, ils participent, bah, à la vie de la communauté. C'est pas juste des jeunes qui viennent, se servir, sans rien et c'est comme vous l'avez dit, c'est des jeunes qui fuient une situation, et qui veulent un monde meilleur. Donc, soit de la Mmh. guerre, soit des crises économiques, enfin voilà, ils viennent pas, juste pour venir. C'est que derrière, il y a une vraie volonté de s'en sortir et d'avoir un mieux-être. Donc, merci. Je trouve que c'était important de Mais effectivement, préciser. parce que, mais Colombe, quel immigré ici en France empêche un Français de souche à postuler quelque part? Ça n'existe pas. Donc Je suis voilà, quand on convaincue parle moi de de ça. Moi, j'en suis voilà, convaincue. quand on parle de voler, voler le travail, c'est-à-dire, il t'appartient et moi je viens le chercher derrière. Donc voilà, Mmh. sauf que chacun postule et après, il y en a qui refusent de postuler dans certains secteurs d'activité qui, malheureusement font vivre la France. Parce que quand on regarde les premiers métros, ici en région parisienne, par exemple, les tout premiers métros, ce sont les immigrés qui sont à l'intérieur parce qu'ils ont Mmh. fait, ils ont été vigiles dans la nuit, certains qui ont travaillé dans la restauration. Les premiers métros et les derniers métros
premier train et les derniers trains, premier transport en public, ce sont les immigrés qui, pendant que certains dorment, passent le temps à veiller pour que la France reste comme elle est aujourd'hui. Ah moi je suis vraiment convaincue de ça et je mais pourquoi c'était important pour moi de d'avoir vous qui êtes sur le terrain et qui vivez ça au quotidien, c'est de dire qu'en fait, il y a différentes réalités. Il y a la réalité qu'on nous montre à la télé, les discours qui sont remixés et il y a ce qui est réel et ce que vous vivez au quotidien et je pense que c'était important de le remettre en perspective, parce qu'aujourd'hui, je pense que par le manque d'informations, même nous certains, hein, de nos patriotes, de nos compatriotes peuvent penser et valider ce discours-là. Heu et c'est pour Oui, ça je que je suis pense que c'est important de vous avoir, vous qui au quotidien vous battez, justement, pour un monde meilleur et pour que des jeunes arrivent à s'en sortir et s'insèrent, d'avoir votre version des faits. Pas, la version politique, mais la vraie Ouais, version. la version politique, elle est beaucoup discriminatoire et elle ne dit pas toujours ce qui est vrai parce que ce sont des personnes qui ne connaissent pas la réalité du terrain, hein, voilà. Et rien qu'avec votre couleur de peau, on affiche déjà une image négative, hein. J'ai moi-même été aussi parfois victime, hein, même en tant que chef de service, hein, où Mmh. dans mes débuts, j'arrive quelque part avec des salariés dont je suis responsable et on me met de côté. Et c'est quand je me présente en tant que chef de service on me fait passer. Donc voilà, Mmh mh. donc il y a ça aussi, cette image qu'on essaye de faire passer aux gens, ces informations qui ne sont pas toujours vraies. Parce que il faut aller sur le terrain hein, et connaître la réalité que de rester devant les médias et raconter n'importe quoi. Donc Mmh. voilà. Et justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes, qui sont, pas encore arrivés, en France et qui pensent à faire un parcours, migratoire et un parcours qu'on sait qui sera, difficile? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? D'accord, OK. Moi, je déconseille, tout ce qui est parcours migratoire qui passe par tout ce qui est, traversée, de la Méditerranée, du Sahara et cetera. Constituez votre dossier, allez à l'ambassade, déposez une demande de visa et venez tranquillement, en Europe. Donc voilà, moi je préfère ce parcours-là, parce que très souvent, bon, il n'y a pas il n'y a pas il y a toujours, quand dans ce parcours-là, malheureusement des personnes qui, n'arrivent pas au bout. Donc Mmh. voilà. C'est pas parce qu'on arrive en France, par l'avion qu'on peut pas être, déclaré comme, demandeur d'asile ou mineur non accompagné. On a aussi Mmh. cette possibilité-là. Ne pensez pas que c'est parce qu'on passe par tout ce qui est traversé, du Sahara, de la Méditerranée qu'il faut se déclarer, comme demandeur d'asile ou mineur, non accompagné. Même en arrivant par Charles de Gaulle, on a la possibilité aussi, de 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 dire: «Je ne peux pas retourner dans mon pays d'origine pour X ou Y raison». Et à ce Mmh. moment-là, les travailleurs sociaux prennent en charge votre dossier et vous accompagnent vers tout ce qui est protection. Donc voilà. OK. Donc moi, je suis contre. Et je le dis très clairement, je suis contre parce que les mêmes qui vont vous célébrer demain, quand vous avez réussi le parcours, parce que vous Mmh. êtes devenu une star mondiale, etc., sont les mêmes qui allaient se moquer de vous, moquer de votre famille, insulter, en disant que qui est-ce qui vous a demandé de prendre ce recours-là, ce parcours-là. Chaque fois vous voyez que les gens périssent, mais vous prenez quand même le risque de traverser. Donc voilà, moi je suis contre cet engagement qui consiste à prendre la route, Mmh. passer par la voie normale, qui consiste à retirer un dossier auprès de l'ambassade du pays auquel vous voulez aller. Remplissez bêtement le formulaire. Parfois, ça passe, parfois, ça ne passe pas. Mais il faut oser. Donc, voilà, pour le savoir, si ça passe ou ça ne passe pas, osez le faire. Donc voilà, Mmh. peut-être ça va passer, peut-être ça ne va pas passer. Et même si ça ne passe pas, ce n'est pas grave, vous avez au moins réussi. Et en ce moment, revoyez ce qui vous a été reproché, là où ça a été retoqué, et retravaillez à nouveau pour refaire la demande une deuxième, une troisième, voire même une quatrième fois, peut-être la Mmh. cinquième, au bout de la cinquième, ça va passer. Et quand vous allez arriver, en fonction de votre profil, les choses peuvent se faire. D'accord. Donc là, si j'entends en fait, vous, le parcours migratoire, vous validez, mais pas dans des conditions qui peuvent mener à la mort, en fait. Ce que vous Pas ce les que conditions, ouais.
je n'encourage pas ces conditions-là. Mmh. Je n'encourage pas ce parcours, je n'encourage pas ces personnes qui arrivent parfois dans mon service avec une oreille un petit peu arrachée parce qu'elles ont subi du traumatisme. Je n'encourage pas ces personnes ou ces jeunes filles qui sont parfois violées, tabassées et réussissent quand même à être jetées dehors et Mmh. réussissent à arriver parce que parce qu'elles veulent à tout prix, arriver en Europe. Non, je n'encourage pas ce parcours-là, mais Mmh. j'encourage, l'arrivée effectivement par la voie normale, qui est Mmh. la demande légale, Administrative, administrative de visa. OK. Et parce que là, c'est intéressant, vous avez parlé quand même, de violences sexistes et sexuelles qui peuvent arriver, donc on parle de mort, hein, concrètement, entre le nombre de personnes qui partent et le nombre de personnes qui arrivent, c'est jamais le même nombre, c'est toujours, diminué. Mais que pendant justement ces parcours, il y a des violences, qui peuvent être opérées, donc des violences physiques, des violences, de tout ordre, donc comme vous avez parlé d'oreilles arrachées, de personnes, qui subissent des violences sexistes et sexuelles, et j'en passe et des meilleurs parce que je pense que, nous, moi, hein, même je m'inclus dedans, hein, on peut même pas s'imaginer, ce qu'ils vivent, et la faim, psychologiquement, voir des gens mourir un peu tous les jours, qui sont jetés, des personnes avec qui on a commencé, mais on sait qu'on avec qui on va pas terminer. Donc oui, j'imagine que, ça, c'est des choses, enfin, qu'on ne s'imagine pas et c'est pour ça que moi, je pense que c'est important, en fait, que les gens sachent, ce qui se passe, que les gens ne minimisent pas, parce que pour moi, même si comme vous, je n'encourage pas ce parcours-là, il faut du courage parce que ça veut dire que les gens, ils choisissent de vivre coûte que coûte, mais ils sont prêts à mourir pour cette vie et pour cette liberté qu'ils peuvent potentiellement acquérir et c'est cette meilleure vie. Effectivement, il y en a qui partent, en groupe, hein, et qui, malheureusement, un groupe de 5 personnes, amis, qui décident de réunir, une enveloppe, pour, donner au passeur, pour qu'il puisse traverser et cetera. Mais ils partent à 5 et finalement, c'est une seule personne qui arrive parce que les 4 autres sont décédés. C'est extrêmement compliqué parce que moi, dans mon service, j'ai des jeunes qui sont arrivés et qui, soit pendant le parcours, étaient avec leur famille, mais finalement, ils sont en sortie à deux ou une seule personne a pu échapper, ou c'était avec les grands frères du quartier qui les ont encouragés, etc. Parce qu'on fuit quelque chose, on fuit la guerre, on fuit le regard des autres, etc. Et quand on arrive, c'est extrêmement compliqué parce que psychologiquement, pour retirer cela dans la tête, Mmh. c'est extrêmement compliqué. C'est tout un travail aussi que nous, dans ma structure, nous faisons un travail d'accompagnement avec le centre psychologique médicalisé qui nous accompagne aussi et nous soutient là-dessus. C'est travailler aussi tout ce qui est traumatisme durant tout ce parcours-là. Donc oui, effectivement, on peut avoir un traumatisme dans son pays d'origine et derrière, sans le dire à personne, constituer un dossier administratif, venir en Europe et après exprimer son traumatisme. Parce que si on ajoute, en plus du traumatisme qu'on vit déjà dans le pays d'origine, plus le traumatisme de la traversée migratoire, et plus aussi le traumatisme psychologique parce que c'est pas gagné, c'est pas parce que on va se présenter auprès du juge et raconter son histoire que le juge va valider l'histoire. Parce que malheureusement, il y a des dossiers qui sont rejetés. Et quand le Mmh. dossier est rejeté par le juge, moi, je ne reprends pas le dossier derrière. Donc, il faut que Mmh. le juge valide et qu'il y ait une prise en charge d'une ordonnance de placement provisoire pour que le conseil départemental du service d'aide sociale à l'enfance se oriente vers moi, pour que moi aussi derrière, que j'accepte le dossier. Donc, c'est Mmh. tout un parcours. Oui, mais pour cela, il faut oser. Il faut oser. Donc voilà, il faut oser passer par la voie normale administrative et non passer par un parcours dont on n'a pas la certitude d'arriver au bout. Mmh. On peut voir le bout du tunnel sans y arriver. Mmh. Et justement, vous parlez de santé psychologique, et des traumas, que peuvent vivre les, les mineurs, enfin les gens que vous accompagnez et vos équipes et vous-même, comment vous protégez votre santé, mentale? Alors, la santé mentale, par l'équipe, déjà, nous avons un intervenant. Bon, mon équipe a
un intervenant extérieur qui est de formation psychologique Mmh. qui met en place des GAP. Des GAP sont des groupes d'analyse de pratique pour travailler avec eux au quotidien. Et moi, de temps en temps, pendant les réunions, je les écoute aussi pour voir où sont les difficultés. Je travaille avec la responsable de formation de la structure. En fonction des difficultés, je mets en place des formations pour les préserver. Mmh. Donc, pour les préserver, et, parce que c'est pas facile au quotidien. Hein. C'est pas du tout facile hein, d'écouter les problèmes des autres et parfois même de porter un dossier. Moi, il m'est déjà arrivé d'avoir dans mon bureau une travailleuse sociale qui arrive me disant j'étais à la préfecture accompagner un jeune, il est sorti avec l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Voilà, qu'on a acté, D'accord. voilà. Et le jeune, il est mal, et la professionnelle aussi, elle est mal. Et moi, derrière, il va falloir que j'apporte une réponse. Donc voilà, Mmh. oui, effectivement, rappeler qu'il y a des voies de recours qui peuvent annuler ou suspendre la décision. C'est de préserver aussi cette professionnelle, de lui rappeler que nous avons une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Mmh. Parce que moi, ce que moi, je vais checker, c'est vérifier si le dossier de la personne est bien constitué. Après, la décision appartient au préfet et non à nous. Donc voilà, c'est de travailler cela aussi, de travailler sur tout ce qui est distance professionnelle, de leur faire comprendre que oui, effectivement, l'histoire du gamin est réelle. Ça peut toucher, ça peut faire mal, avoir de la fête, mais derrière, préserve-toi. Il est Mmh. important de se préserver, c'est d'avoir, donc voilà, de mettre en place beaucoup de formations. Donc voilà, au quotidien, même moi, parce que quand même, moi, quand j'arrive chez moi, j'évite de travailler, de parler de mon travail. Mmh. J'essaye au quotidien de m'occuper des enfants, de faire des petites activités avec eux pour essayer de, 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 de me détendre, voilà, Mmh. de tout oublier. Parce que c'est extrêmement compliqué. Chaque professionnel dans mon service a 14 ou 15 suivis et moi, j'ai l'ensemble des suivis, donc Mmh. plus de 100. Donc voilà, chaque professionnel a une filative et moi, j'ai les filatives donc, en tant que chef. Donc, c'est extrêmement compliqué. Je porte un petit peu les difficultés de l'ensemble. Donc voilà, c'est être à l'écoute, non seulement accompagner mon équipe, qui elle-même doit accompagner les demandeurs d'asile, les mineurs non accompagnés, les mineurs et majeurs non accompagnés. Donc voilà, donc c'est extrêmement compliqué, c'est une charge de travail il faut avoir du courage et Mmh. il faut avoir aussi de la patience pour faire ce métier-là. Donner un autre exemple, un jour, j'arrive au service, hein, un lundi matin, une professionnelle qui vient me voir. Bonjour chef, je peux te parler? Je lui dis oui, d'accord, ok, je t'écoute. Et elle se met à pleurer. Qu'est-ce Mmh. qui ne va pas? Euh, le week-end, mon chat est mort. D'accord, ok. Mon chat est mort. Moi, en tant qu'Africain, je me dis, bon, ok, dans le pays d'Afrique, au Cameroun aussi, c'est une viande, on mange le chat, etc. Je suis là dans ma tête, en me disant, mais c'est quoi cette histoire du chat est mort? D'accord, ok, ok, qu'est-ce Mmh. que j'en ai dans ma tête? Oui, oui, Mais de oui. l'autre côté, je me dis, attention, si je l'envoie balader, elle peut se mettre en arrêt maladie, Mmh. se mettre en arrêt maladie, je serai obligé de demander aux autres personnels de prendre en charge ces dossiers. Prendre en charge ces dossiers, c'est augmenter la charge du travail des autres. Et derrière, je me dis, OK, je me sacrifie, moi, j'écoute l'histoire du chat. Comment il s'appelle, et je me mets à écouter, mais pourquoi, comment il s'appelait, les circonstances du décès, etc. Donc, j'étais Mmh. là pour écouter. Et à la fin, au point où je lui ai même dit, si tu penses que tu ne peux pas tenir toute la journée, tu peux rentrer, après on va faire des modulations pour Mmh. récupérer les heures, etc. Parce que moi, je suis soucieux du bien-être du travail, qui Mmh. passe déjà par l'écoute. Donc En vous tant avez que vu sa manager, détresse j'ai et vu en la fait, détresse. vous avez vu à 360 degrés et vous vous êtes dit: «Bah, à l'instant T, là, elle a besoin de que j'écoute et que je comprenne et que ça Bien sûr. sorte». Bien sûr, parce que moi, quand je suis face à un professionnel, quand je suis face à un demandeur d'asile, un mineur non accompagné, un majeur non accompagné, quand je suis face à une personne dans mon service, je ne pense pas à moi, je ne pense pas seulement à l'histoire de la personne, mais je pense à l'ensemble.
en tant que Mmh. chef, parce que moi, je regarde, je pense beaucoup plus grand. Donc voilà, au point de demander à la personne si tu penses que tu peux rentrer, il n'y a pas de souci. Et à la fin, elle m'a dit, merci beaucoup, chef, ça m'a fait du bien de m'avoir écouté. Quand elle est sortie de mon bureau, j'ai quand même mis la main sur la tête. Ce travail-là, c'est pas facile. Être à Mmh. l'écoute parce que il faut travailler le bien-être de son équipe, de veiller à ce que quand il vient travailler, qu'il ne vient pas avec la boule au ventre. Mmh. Donc la bienveillance au travail, c'est ce que moi je demande tous les jours. Parce que si on n'est pas bienveillant envers nous-mêmes, moi envers mon équipe envers les personnes accompagnées, on ne peut pas avoir la bonne qualité du travail. Ça passe pas le résultat, ça passe pas la bienveillance. Donc Mmh. l'écoute au quotidien. On va tomber sur une personne à qui il faut expliquer 5 fois la même chose. Il faut de la patience. Il y en a qui vont comprendre facilement. Il y en a qui vont prendre du temps pour comprendre. Mmh. Donc, tout cela, c'est de la patience. Et moi, être aussi en capacité de pouvoir arbitrer tout cela et de se dire, attention l'équipe, là où on va, on n'est pas dans le jugement. Attention Mmh. l'équipe, le jeune, il a été orienté. Le juge a dit qu'il a 16 ans, même s'il a la calvitie, il a 16 ans. On n'est Mmh. pas là pour voir si le juge a menti ou pas. Il a 16 ans. Notre travail consiste d'accompagner et non d'être dans le jugement. Donc voilà, Mmh. de veiller à ce que tout le monde soit à son niveau et de veiller à ce que, attention, la décision qui est prise par le juge, la décision qui est prise par le préfet, la décision qui est prise par le médecin, ce n'est pas ta décision, ce sont d'autres professionnels. Toi, tu es assistant social, contente-toi à ton suivi de dossier. Tu n'es Mmh. pas juge, tu n'es pas préfet, tu ne vas pas critiquer la décision des autres. Tu dois faire ce que moi, je te demande en tant que manager de faire. Donc voilà, c'est de savoir faire aussi la part des La choses. part Donc des moi, choses. je pilote un petit peu au quotidien tout cela. Et c'est pas facile, hein. Surtout parfois, je reste dans mon bureau, j'essaie de fermer la porte, croiser les bras, mais je n'arrive pas à rester 2 minutes parce que chaque fois, la porte de mon bureau est ouverte. Mmh. Et justement, on n'a pas parlé, on a parlé un petit peu, mais vaguement, c'est combien de personnes, votre service? Alors là, j'ai une capacité d'accueil aujourd'hui de 122 personnes. D'accord. 122 personnes avec une équipe de 27 salariés Waouh! que je manage. Et quand je suis d'astreinte, je suis d'astreinte de 2 établissements. Un autre établissement qui a 93 personnes. Donc voilà, les 122 plus 93, plus l'ensemble des professionnels et des personnes accompagnées que je manage. Et parce que manager 27 personnes, c'est pas négligeable. Moi, je suis manager aujourd'hui et je sais que c'est énergisant à certains moments, mais il y a des moments où ça prend énormément d'énergie et de temps, parce qu'il faut du temps justement à consacrer à ces personnes. Moi, ce que j'essaie de faire à mon niveau, c'est d'être équitable, de donner à chacun ce dont il a besoin au moment où il a besoin. Mais c'est-à-dire que, moi, j'ai une petite quinzaine de collaborateurs et de collaboratrices, mais là, on parle de 27. Donc c'est-à-dire que même si on prend vous voyez une personne par jour, en fonction du mois, vous n'arrivez même pas à voir tout le monde. Donc Oui, comment on gère? c'est extrêmement compliqué, mais moi, je travaille, je manage avec aussi de la confiance. Mmh. J'ai confiance à mon équipe, hein. Je suis dans une approche de management de co-construction. Alors, effectivement, je donne un exemple. Si ma direction générale me dit, par exemple, dans 48 heures, Serge, tu dois être à la Tour Eiffel avec toute ton équipe, par exemple. Donc, moi, je viens avec cette injonction-là de 48 heures, il faut être à la Tour Eiffel avec toute mon équipe. Devant l'équipe, en réunion, je leur dis, dans 48 heures, il faut qu'on soit à la Tour Eiffel. Et je laisse la Mmh. possibilité à chacun de pouvoir y aller. Il faut prouver que chacun soit là à 48 heures. Celui qui me dit qu'il partira en argent, c'est son problème. Dans 48 heures, il faut qu'il soit là. Donc, je ne dis pas à tout le monde de venir au service, qu'on prenne tous le Mmh. cas pour y aller. Parce que je laisse aussi, je reste respectueux du parcours de chacun, des approches de chacun, parce qu'on est une équipe. Donc voilà, j'essaye d'écouter tout le monde. Bon, après, dans mon équipe, je dis souvent, j'ai des gilets jaunes, j'ai des syndicalistes et j'ai même des agriculteurs. J'ai des personnes qui ont du caractère. Alors, Mmh. la force que moi j'ai, c'est que j'écoute au quotidien.
Jamais je n'ai levé le ton. Je croise toujours les bras, j'écoute et après j'apporte une réponse. Même si parfois ils me disent chef, c'est pas contre toi. Je dis que non, c'est pas grave. Moi, je sais, c'est pas Serge Bohen qui est visé, c'est la fonction qui est visée. Donc voilà, Mmh. j'essaie de faire la part des choses. Oui, effectivement, on peut être en colère parce qu'il y a une décision qui a été prise qui ne fait pas plaisir à tout le monde, hein. Voilà, être manager, c'est aussi être en capacité de pouvoir porter les décisions et parfois aussi passer par le 49.3 ou voilà, donner une injonction. Donc, c'est se dire, bon, écoutez, ici, comme il s'agit de la loi, on ne tergiverse pas, c'est ça. Mmh. Et parfois, c'est de venir avec une idée, de poser sur la table et de laisser l'équipe, chacun dire quelque chose et de travailler sur, voilà, être beaucoup plus aussi attentif sur le fait que je t'ai écouté, ton idée n'est pas mauvaise, mais je préfère celle de l'autre. Et comme nous sommes une équipe, comme c'est celle de l'autre qui a été validée, il faut que tous ensemble, on se mette dans cette idée-là, qu'on porte tous ce projet-là. Donc voilà, j'essaye d'être quotidien, je suis très attentif à cela. C'est que, voilà, attention, chacun a le droit de dire, c'est pas parce que hein, oh, je reste celui qui a le dernier mot. Qui Mais doit trancher à la fin, le chef quand même. voilà, je tranche à la fin, mais il est important pour moi d'écouter. Et Mmh. parfois, mon propre idée, je ne retiens pas. Parce que Mmh. je me dis, oui, effectivement, c'est pas parce que je suis le chef que j'ai le monopole Mmh. de la connaissance dans mon service, hein. Déjà, dans mon équipe, j'ai des grosses têtes aussi, hein. J'ai même des personnes qui ont été professionnels, professeurs à Sorbonne, etc. Et après, qui ont fait la conversion de travail. Donc aujourd'hui, je manage quand même une grosse équipe avec Mmh. un parcours différent, des approches différentes et aussi des caractères aussi différents il faut mettre tout ça dans un panier, il faut essayer de calmer les choses. Et une équipe qui a 96%, ce sont des femmes avec un caractère où je suis pas content. Mmh. Voilà, c'est d'essayer de faire comprendre que, attention, quand on est dans mon bureau pour se plaindre de X ou de Y personne, ce que moi je fais pour trancher, je fais venir la personne, on s'assoit à trois et on essaie Mmh. de trouver des solutions. Moi, voilà, je n'alimente pas les commérages. Mmh. Même s'il y a des bruits du couloir, tant que de manière officielle, on n'est pas venu me voir, je ne les commente pas. Et Mmh. parfois, ils sont là, ouais. Ah, le chef, il est au courant? Ah oui, il est au courant. Mais il n'a rien dit. Ouais. C'est ça qu'il n'a rien dit parce que de manière officielle, on n'est pas venu le voir. Donc voilà. Mmh. Donc voilà, j'essaye aussi de les ramener à leur mission. Et si vous passez beaucoup plus de temps à parler de ce qui ne vous regarde pas, de ce qui ne vous concerne pas, ça veut dire que il vous manque des occupations. Donc, je pourrais vous Mmh. manquer la charge du travail. Donc voilà. Et quand je viens avec une approche pareille, c'est que non, non, je les ramène aussi de manière voilà, forcée à leur réalité qui est le travail. Et c'est pourquoi est-ce qu'on est là. Je trouve que c'est une approche, très intéressante parce qu'en termes de management, voilà, il y a pas de seule approche, et en fait, moi, ce que j'entends là, c'est qu'en fonction de la situation, en fonction des personnes que vous avez en face de vous, ce que vous choisissez, c'est la neutralité. Quand je dis neutralité, même si on dit qu'il y a pas de neutralité, c'est-à-dire qu'on n'alimente pas, on prend une décision en fonction des faits. Donc on prend les personnes, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Voilà, c'est très, heu, comment dire ça? Très rationnel, voilà. On essaie de laisser l'émotion de côté. Bien sûr, on laisse chacun s'exprimer, chacun peut dire ce qu'il a à dire et à la fin, c'est comment on trouve une solution conjointement. C'est quels sont vos engagements, c'est n'oubliez pas que votre travail en tant que travailleur social, c'est ci, c'est ça et on se recentre. Moi, c'est ce que ouais, j'apprécie, je trouve que c'est intéressant, les conseils et puis, d'entendre, comment chacun gère aussi, ses équipes, et surtout dans un secteur, comme le vôtre, qui n'est pas facile. J'ai encore plusieurs questions, hein, notamment, comment, vous vivez justement quand parce que vous vivez plusieurs réussites, donc ça, souvent les réussites, on les vit très bien, de manière générale, mais quand justement, bah, il y a des échecs, heu, où, bah, voilà, par exemple, on a un OQTF, on n'arrive pas, malgré les recours, on n'y arrive pas, heu, comment vous le vivez vous en tant qu'individu? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on a un jeune qui a eu un parcours assez compliqué, qui arrive sur le territoire,
et on constitue son dossier, on accompagne pour tout ce qui est insertion, etc. Et quand on dépose le dossier à la préfecture, et on sort de là avec l'OQTF, déjà, on a un être humain qui est en souffrance, Mmh. qui est très mal par rapport à l'OQTF. Immédiatement, ça lui rappelle tout ce qu'il a traversé. Est-ce que je vais retourner encore dans ces situations que je pensais avoir déjà laissées derrière moi? Il y a l'accompagnement aussi de la professionnelle. Alors, moi, j'essaye alors, je suis beaucoup plus distant Mmh. par rapport à ça parce que je ne suis pas la première personne affectée directement. Mmh. Oui, il peut être touché parce que le professionnel est touché quand il vient me voir en colère, en larmes. Parfois, voilà, c'est touchant. C'est d'essayer de savoir faire la part des choses et d'essayer aussi de rassurer qu'il existe des voies de recours. D'essayer de ne pas se mettre à la place de la personne parce que je ne suis pas cette personne-là, mais c'est beaucoup plus écouter, comprendre, conseiller et aussi trouver des solutions pour aider la personne. Parce que, alors, le plus difficile, c'est quoi? Ce que je n'ai pas dit au début, c'est que normalement, quand une personne a l'OQTF, la prise en charge devrait s'arrêter dans notre structure. Ah, Donc voilà. Alors, donc, c'est une personne qui se retrouve facilement dans la rue. Et on perd un petit peu des moyens humains aussi. Donc là, et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué. mmh. Donc voilà. Nous, aujourd'hui, avec le conseil départemental, on a mis en place un protocole avec la préfecture pour arbitrer un petit peu cela, être dans l'anticipation des choses et d'éviter au maximum de déposer les dossiers dont nous n'avons pas la garantie à 90% de chances que Mmh. ces dossiers-là vont passer. Mmh. Donc voilà, il est préférable d'être dans l'anticipation, de faire comprendre à la personne accompagnée que ton dossier n'est pas fiable, on ne peut pas le déposer. Parce que déposer, c'est nourri d'espoir. Et quand le résultat est négatif, derrière, c'est nous qui subissons. Mmh. Donc, quand je parle de nous, je parle de mon équipe en particulier. Parce que moi, je mets beaucoup plus en avant mon équipe. Mmh. Tous les résultats que nous avons aujourd'hui, pour moi, c'est mon équipe. Même Mmh. si je reste le chef de cette équipe, c'est d'abord mon équipe que je valorise, que je mets en avant. Parce que c'est elle qui est devant. Et moi, j'essaie un petit peu de piloter pour que et veiller à ce que les choses se passent bien. Donc voilà. Donc il y a ce travail-là que nous avons mis en place avec la préfecture, euh, aussi le conseil départemental, ce protocole-là, pour éviter cela. Et nous travaillons aussi les retours au pays. D'accord, oui. Nous travaillons aussi les retours au pays, les retours volontaires, même si certains ne l'acceptent pas. Parce que soit c'est d'expliquer aussi à la personne la réalité. C'est que là, aujourd'hui, ton dossier, il est compliqué, on ne peut rien. Non, non. Soit on se met en lien avec l'OFI pour travailler le retour au pays. Il y en a qui l'ont déjà accepté, il y en a qui ne C'est l'acceptent pas. c'est quoi l'OFI? L'Office, c'est l'Office d'immigration française. Donc, D'accord, OK. c'est un service que l'État a mis en place qui pilote tout ce qui est immigration et aussi retour aux frontières. Si vous voulez, quand le décret préfectoral est fixé, qu'il y a l'OQTF, c'est l'OFI qui est en charge de travailler tout ce qui est retour aux frontières avec une aide aussi d'allocation d'une valeur de 900 ou 1000 euros, un truc comme ça. Mmh. Donc, pour que la personne puisse retourner dans son pays d'origine, avoir un projet et voilà, et évoluer autrement. Donc voilà, donc on travaille avec ça parce que notre souci, c'est que quand on prend une personne, on héberge la personne, on ne veut pas que la personne se retrouve SDF, Mmh. sans abri demain. Mmh mh. Ça n'a pas de sens. Bon, maintenant, nous avons aussi certains parents qui ne nous aident pas. Il y a aussi cette réalité parce que quand un jeune arrive, travailler l'insertion, c'est aussi travailler avec la personne, avec la volonté de la personne. Et par contre, quand on a une personne qui arrive avec
une idée déjà de que les parents l'ont mise dans la tête en lui expliquant que on s'est endetté pour que tu partes en Europe. Dès que tu arrives, la première des choses, c'est de rembourser la dette. Alors, quel que soit ce que nous, on essaie de mettre en place, insertion par le travail, insertion par la scolarité, le jeune est son propre échec Mmh. à cette insertion-là. Il va facilement se retrouver dans tout ce qui est trafic de drogue, stupéfiants, etc. Il va refuser d'aller à l'école, il va refuser parce que quand il va se dire, si j'ai un contrat d'apprentissage, 50% chez l'employeur, 50% à l'école, et à la fin du mois, j'ai 450 euros. D'accord. Or, quand je me mets à la rue et que je vois la police qui arrive, je siffle pour arrêter, j'ai 1000 euros la journée, il se dit, mais putain, je préfère Mmh. avoir, voilà, sans mesurer les risques. Et il a un échec aussi à son insertion parce que demain, nous, pour constituer le dossier, il y a tout un parcours, il y a tous les justificatifs qu'il faut présenter auprès de la préfecture, que le jeune est arrivé, il est bien inséré, il va à l'école, il est présent, il a de bonnes notes, il est chez son employeur, et finalement, il a pu avoir une insertion beaucoup plus bien. Et nous, on soutient la demande. Et Mmh. derrière, c'est compliqué pour moi parce que si vous voulez, les demandes, toutes les demandes, les notes qui partent à la préfecture et au conseil départemental sont écrites par les travailleurs sociaux qui me les envoient pour que je les valide ou pas. Donc, je peux D'accord. décider de ne pas valider des écrits professionnels. Parce que oui, nous, on ne va pas soutenir une personne qui ne veut pas s'aider elle-même. Parce Mmh. que pour que nous, on Qui a pas puisse été active qui n'a pas dans été son actif, insertion, oui. effectivement. Donc, pour que nous, on puisse t'aider, il faut que toi, tu acceptes d'abord d'être aidé. Donc, voilà, donc c'est tout un parcours, toute une histoire. Et avec la personne, comme je disais tout à l'heure, accompagner, c'est être à côté, fait avec la personne et non à la place de la personne. Mmh. Donc, voilà. Et si la personne ne veut pas faire elle-même, nous, je suis désolé, on va pas se casser la tête pour faire sa place. Merci. Aujourd'hui, quelle est la chose, dans votre carrière dont vous êtes le plus fier? Moi, je me suis amusé à, à sortir tous mes diplômes de secteur social. Je les ai posés sur la table et j'ai souri. Mmh. Donc, effectivement, ça m'a fait du bien parce que je me suis toujours dit, je vais y arriver. Dans ma fierté, c'est déjà ma motivation parce que je suis une personne, quand je tiens à quelque chose, je ne lâche pas. Mmh. Je ne lâche pas. Voilà, c'est aussi des sacrifices parce que c'est qu'à l'époque, mon fils venait de naître. Je travaillais et je faisais ma formation pour être chef de service. Et il y avait un mémoire à déposer, à présenter à la fin de la formation. Donc, c'était beaucoup de sacrifices où euh, il y avait certains matins où j'arrivais au boulot, j'étais énormément fatigué, mais je ne lâchais pas. Je ne Mmh. lâchais pas parce que voilà, il fallait que je fasse des lectures, des recherches à 1 heure du matin, à 2 heures du matin et être au taquet le matin. Donc, ma fierté, c'est ce parcours-là, ce parcours assez riche, hein, et que moi, personnellement, je trouve impressionnant parce que je pense que avant d'être valorisé par d'autres personnes, il faut déjà savoir se valoriser soi-même. Donc voilà, je suis fier de mon parcours et c'est une fierté pour moi. Je ne pouvais pas au début imaginer, mais voilà, être aujourd'hui au poste de chef de service d'un grand service avec manager des personnes d'origine européenne, hein, sans toutefois être dans l'intégration, c'est quelque chose que je n'avais pas rêvé. Mmh. Et se dit, voilà, et les demandeurs d'asile, les mineurs non accompagnés, quand ils arrivent dans mon service, et quand on leur dit, on va rencontrer le chef, et ils ouvrent mon bureau, ils constatent que, mais c'est un Africain qui est un chef. C'est aussi quelque chose, un message que Mmh. je fais passer en disant, mais attention, vous pouvez aussi être là où je suis aujourd'hui. Oui. C'est pas sorcier.
c'est le travail Mmh. et la motivation, la volonté de pouvoir y arriver. Donc si je comprends aujourd'hui, vous êtes fier de votre parcours, de ce que vous avez fait jusqu'alors et des, des diplômes que vous avez eus et de là où vous êtes arrivé aujourd'hui, hein, comment en fait chaque étape vous l'avez passée, vous avez réussi et également de pouvoir être une représentation pour les jeunes qui arrivent, qui ouvrent votre bureau et avec qui vous signez des contrats. Parce que vous leur montrez parce que la représentation, comme je le dis, c'est l'une des meilleures choses qui puissent arriver. Quand on se voit, quand on voit des gens qui nous ressemblent à des postes, on sait que c'est faisable. Donc là, leur montrer aussi, que c'est faisable, et que potentiellement eux pourraient y être, donc c'est ouvrir une nouvelle porte, Bien sûr, pour la c'est représenté parce que même quand il y a un recadrage de ces jeunes-là, parce que très souvent, le jeune il fait une bêtise, il y a un problème de cohabitation, ça passe par le travailleur social référent, après ça monte sur la coordinatrice, et si ça mmh ne va pas, ça arrive sur le chef que je suis. Alors mh, derrière, moi, j'essaye de les mettre aussi face à la réalité. Ouais, jeune homme, tu vois la couleur de ma peau, tu sais d'où je viens. mmh, D'accord, OK. Alors, aujourd'hui, tu es ici, tu as 450 € le mois d'allocation, tu ne paies pas le loyer. C'est juste pour que tu payes ton pass Navigo, dans ton transport à 22 € parce que tu as la solidarité transport. C'est pour que tu puisses t'habiller et en plus de ça, nous donnons également des cartes vêtues H&M pour leur permettre de s'habiller en hiver et en été, pour mmh, acheter des vêtements. Et là, on te demande juste de balayer ta chambre, tu mmh, refuses de le faire. Est-ce que demain, si celui qui va te remplacer arrive et trouve qu'on le mette dans une chambre qui n'est pas propre, et quand toi-même, quand tu es arrivé, si tu trouvais que on t'orientait dans une chambre qui n'est pas propre, est-ce que tu allais accepter cela? Donc, c'est de mmh, ramener aussi à la réalité, c'est-à-dire que, attends, hey, jeune homme, là où tu étais, ton gouvernement ne te donnait pas 450 €. Ici, tu as 450 € à la fin du mois. Hey, un peu de, voilà. mmh Voilà, donc il y a malheureusement le tout premier jeune dont j'avais signé la fin de contrat de prise en charge et quasiment dans la même semaine que je suis arrivé, quelques deux, voilà, c'était une dizaine de jours que je sois arrivé en tant que chef de service dans cet établissement, est un jeune d'origine camerounaise. Ah, Et ça m'avait fait de la peine parce que à peine arrivé, j'ai un dossier du jeune qui arrive sur ma table. Il faut trancher une décision. C'est un jeune qui ne respecte pas le cadre, etc. J'ai essayé de mettre en place un accompagnement, d'essayer d'apaiser, etc., qui n'a pas marché parce qu'il n'a pas adhéré. Il a mmh, refusé d'adhérer à un moment donné. Ça m'a fait de la peine, mais j'étais obligé de d'acter la fin de prise en charge d'origine camerounaise. Donc voilà, et mmh, ça m'avait fait de la peine, mais je me suis dit, bon, après, si il faut regarder des origines, on pourra pas avancer sereinement dans le travail. Donc c'était mmh, aussi peut-être aussi une preuve parce que quand l'équipe m'a donné, ils connaissaient mes origines. Est-ce que comment est-ce qu'il va trancher? C'est un frère camerounais. Est-ce qu'il mmh. va voilà, on Né au m'attendait aussi à ça. Cameroun, donc ils se sont dit mmh, Voilà, donc voilà. Donc c'était un petit peu mais malheureusement, il fallait trancher. mmh, Donc voilà. Donc nous avons dans notre structure aussi, pas mal, d'origines, hein, des Congolais, des Ivoiriens, des Guinéens, des Camerounais, Bangladesh, Tunisiens, Marocains, Algériens, Russes, voilà, nous avons, beaucoup, d'origine qui arrivent et travailler aussi ces cohabitations parce que quand ils c'est pas arrivent, simple. ils ne se connaissent pas. C'est pas simple aussi parce que Ouais. c'est aussi une charge de travail, quelque chose d'assez compliqué. Surtout quand un jeune de l'Afrique noire qui se retrouve dans un appartement avec voilà, un jeune arabe, disant que voilà, je suis passé par un pays arabe, j'ai été torturé, je ne veux pas être à côté de. C'est de travailler Mmh aussi ça en disant attention, c'est pas lui qui t'a torturé, ce sont d'autres personnes qui ne sont pas sociables, qui t'ont torturé. Attention, on ne veut pas de ça. Ou On de fait pas de travailler aussi. transfert, ouais. Voilà, on ne fait pas de transfert de ces choses-là. Waouh! C'est franchement, c'est très riche, c'est très impressionnant et je suis ravie, que vous soyez capable de dire que vous êtes fier,
Parce que j'ai remarqué que dans la communauté, on avait du mal, à dire qu'on est fier de soi, par pudeur parfois ou par, modestie, humilité, enfin voilà. Pour moi, l'humilité, c'est savoir justement reconnaître, et connaître, voilà, ses forces, ses axes d'amélioration et donc moi, je suis contente de pouvoir entendre cette fierté. Ouais, être fier de soi, c'est pas manquer d'humilité, c'est aussi pouvoir reconnaître parce que si, les autres j'accepte que les autres disent que, «Ah, tu as un riche parcours, pourquoi moi je n'ai pas le droit? Pourquoi je dois me Mmh. priver moi de dire que j'ai un beau parcours?» Moi, c'est une réalité. J'ai un beau parcours, voilà, qui est passé par, des sacrifices, hein, et pour moi c'est une fierté. Pour moi, d'être là où je suis ou de me retrouver au conseil départemental avec d'autres chefs de service, d'autres structures et le Mmh. département et être au milieu, aussi, pouvoir, porter, la voix, de mon service, pouvoir m'exprimer, c'est une fierté pour moi et partout où je vais, que je trouve, un Africain, dans un poste de cadre comme moi, c'est aussi une fierté pour moi de Mmh. voir cela et c'est aussi, une façon de faire passer un message comme quoi, en Afrique, il n'y a pas que des cancres. Il y a aussi des Mmh. personnes qui Talentueux. savent, bien talentueuses, qui ont des compétences. Il faut juste aller les chercher, les encourager et les motiver. Mmh. Mmh. Waouh! Et c'est vrai que je vous ai pas posé la question sur vos ambitions, hem et sur ce que vous voulez laisser en tant qu'héritage, mais c'est vrai, c'est quoi votre ambition? On les nourrit au quotidien. Aujourd'hui, je suis dans le secteur social. Au niveau héritage, je pense que j'ai déjà beaucoup donné. J'ai formé, beaucoup de travailleurs sociaux qui sont aujourd'hui, assistants sociaux, en poste et cetera, qualifiés. J'ai formé, j'ai accompagné, en tant que travailleur social aussi, beaucoup de jeunes qui aujourd'hui, travaillent, dans, des établissements, qualifiés et qui Mmh. parfois, me rencontrent sont mes fiertés. Voilà, oh, Serge, mon frère, il faut que je te donne un verre de jus, etc. Donc voilà, c'est une fierté pour moi. Je continue à accueillir et à accompagner des personnes. Alors, donc, j'ai déjà, je peux dire, au niveau héritage, j'ai beaucoup de personnes à qui je pense humblement avoir beaucoup donné et je continue d'ailleurs à le faire parce que j'accompagne également mon équipe. Moi, parce que j'ai eu dans mon parcours aussi la formation de tuteur, maître d'apprentissage et de stage. Donc, quand on reçoit des stagiaires, donc je veille aussi à la qualité d'accueil et d'accompagnement des stagiaires. Donc voilà, là, on vient d'accueillir une nouvelle professionnelle et quand tu avais postulé, j'étais à l'époque, en 2016, son tuteur de D'accord. stage. Aujourd'hui, elle est professionnelle. Donc voilà, je dirais, j'ai laissé l'héritage, pour les professionnels qui sont en poste et aussi pour les jeunes et demandeurs d'asile que j'ai pu et que je continue d'ailleurs d'accompagner. Alors, mes ambitions aujourd'hui, là, je suis en poste de chef de service, heu, peut-être demain, je vais continuer dans ce chemin-là où, heu, l'avenir nous dira. Aujourd'hui, je suis fier, de là où je suis. OK. Je ne projette pas encore, Mmh mh. même si, parfois, il m'est déjà arrivé d'être, sollicité. Mmh. Ah, j'ai dit: «Non, je suis bien là où je suis» et j'ai gardé aussi de très bons contacts avec, des anciens employeurs, qui, parfois m'ont sollicité, en me demandant: «Tu peux revenir, ne t'inquiète pas» et cetera. Mais pour le moment, je suis bien, là où je suis. Je reste aussi loyal à ma direction générale. Parfait. Donc en tout cas, moi, monsieur Bowen, ce que je vous souhaite, c'est dans un premier temps la santé pour que vous puissiez, continuer à mener, toutes les missions que vous avez à mener, que vous puissiez continuer à avoir l'impact que vous avez auprès des jeunes, que vous accompagnez auprès de vos équipes et auprès aussi de votre entourage proche. Parce que, le fait que vous appréciez votre travail et le fait, que vous le partagez, c'est comme ça qu'on rayonne et qu'on montre aussi, ben, voilà que le social, parce qu'on a une image du social qui est assez dégradée, parce que c'est des métiers qui sont difficiles, et vous rendez ça, ludique, sympathique,
Donc ça, je pense que, déjà, moi, j'ai été impactée par rapport à ça et la manière dont vous racontez, votre histoire, dans la manière dont vous racontez, votre quotidien. Donc voilà, moi, je vous souhaite, de pouvoir prospérer et peu importe, quelle sera votre aventure demain, c'est de pouvoir, avec plaisir, vous recevoir dans quelques années et de voir, où vous en êtes quelques années, quelques mois, où vous en êtes, et en espérant, que ce sera, que du mieux pour vous. Le social, le service social, le secteur social, pour moi, est le plus beau métier parce qu'on travaille avec l'humain. Mmh. Et je l'ai dit au début de l'émission, il manque d'humanité dans ce qu'on fait au quotidien. Travailler avec l'humain, c'est c'est riche, Mmh. c'est beau. J'apprends aussi au quotidien, hein, même si je suis chef de service aujourd'hui, même si je suis cadre, j'apprends au quotidien. Mmh. J'écoute au quotidien et pour moi, c'est un apprentissage. Donc voilà, de savoir que j'ai pu apporter le sourire là où il y avait de la tristesse. Donc voilà, Mmh. c'est quelque chose pour moi qui me parle. D'écouter et d'être proche de mon équipe, d'être proche des personnes qui sont en grande difficulté sociale, hein, et les accompagner au quotidien, apporter un petit peu du sourire, apporter de la joie, pour moi, c'est quelque chose qui me parle. Vous savez, dans mon service, je suis le premier manager homme depuis la création de cet établissement. Waouh! Ils n'ont que connu des femmes comme manager. Donc, quand j'arrive aussi, avec la couleur de peau, voilà, et en plus, c'est un homme, donc on appréhendait aussi un petit peu, voilà, qu'est-ce Mmh. qu'il va nous apporter, etc. Dans mon parcours, j'ai beaucoup progressé dans le terrain. Donc, j'apporte aussi notre vision de terrain. Donc, Mmh. voilà, l'une des premières choses, c'était d'aller aussi, non seulement dans les logements, dans l'ensemble des logements que nous avons, rencontrer des personnes que nous accueillons. C'était aussi, waouh, ah, c'est la première fois qu'un chef de service vient à nous. Donc, voilà, de prendre ma petite gamelle le midi, être au milieu de mon équipe, partager des moments aussi de convivialité avec l'équipe, hein, de manger, de retirer un petit peu cette casquette-là, je suis votre chef. Non, c'est de partager ce moment-là, laisser l'ouverture, le dialogue, l'écoute, parce que une équipe qui est bien, c'est un chef de service aussi Mmh. c'est un manager aussi qui est bien parce que c'est lui qui impulse cela. Donc voilà, je n'ai pas une équipe où il y a beaucoup d'arrêts maladie, je n'ai pas de burn-out dans mon équipe, hein, je n'ai pas des personnes qui démissionnent, voilà, mais j'ai plutôt des personnes qui ont la volonté de vouloir travailler et qui au quotidien sont là avec des encouragements que j'essaie de leur apporter au quotidien. Et tout ça, c'est pour moi une fierté. J'ai l'habitude de leur dire, parfois on vous dit, le manager est souvent celui qui critique là où ça ne va pas. Mais moi, Mmh. laissez-moi vous dire aujourd'hui, bravo. Bravo. Donc, j'ai l'habitude de leur dire bravo. Et eux aussi, parfois, viennent me voir pour me dire, bravo, tu es un bon chef. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me fait plaisir d'entendre. C'est nourrissant. En tout cas, un grand merci monsieur Bowen, j'ai apprécié notre échange. J'ai apprécié la générosité avec laquelle, vous avez dont vous avez fait preuve, les anecdotes que vous nous avez racontées et surtout la manière, simple avec laquelle vous nous avez vulgarisé le métier, les acronymes, et cetera. Parce que c'est un monde qu'on pense connaître, parce qu'on nous montre à la télé. Mais, je me rendais bien compte en échangeant, avec vous et même avant, en me questionnant avant notre échange, qu'en fait, on alors j'y connaissais rien. Donc, je suis contente d'avoir beaucoup appris, en plus avec un grand sourire, avec la pêche, donc, merci beaucoup. Merci à vous Au et plaisir. au plaisir. Merci. Puisse cette émission vous ouvrir des pistes de réflexion et vous apporter l'impulsion dont vous avez besoin pour paver votre chemin de succès. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour démultiplier l'impact. Pour patienter jusqu'à la prochaine émission, je vous donne rendez-vous sur la newsletter Carrière Noire Daily et sur les réseaux sociaux. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Souvenez-vous que nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. Embrassez cette nouvelle semaine pleine de promesses. Bochika la malamu.